Bienvenue sur le podcast des initiés. Aujourd'hui, on accueille Camille Coissy avec nous. J'espère Bonjour. que tu vas bien. Oui, ça va super, merci. Super. Je suis super contente d'être là avec toi. Merci de l'invitation. C'est avec plaisir. Bon, eh bien Camille, je vais te laisser te présenter un peu ton parcours. Moi, c'est Camille Coissy, donc je suis une artiste plasticienne qui vit et travaille à Nantes. La pratique artistique n'est pas venue tout de suite dans ma vie, ça a été progressif, en tout cas au niveau professionnel, parce que j'ai été formée d'abord en classe prépa littéraire. Ensuite, j'ai fait 3 mois d'école de commerce, gros trauma. Je suis partie au bout de 3 mois et j'ai fait de la com. J'ai travaillé dans le secteur culturel, notamment en radio. Ok. Ensuite est arrivé le Covid. Donc moi je me lançais tout juste dans ma carrière professionnelle et en fait dans le secteur de la culture c'était bloqué, tout était bloqué. Moi j'avais commencé à me faire un peu mes marques dans la radio, dans le secteur de la musique, etc. Donc tout était à l'arrêt et je trouvais pas d'opportunité professionnelle. Alors j'ai eu un petit moment de réflexion sur ce que j'allais faire en fait, parce que c'était pas du tout évident à ce moment-là et j'ai décidé de m'orienter vers un CAP fleuriste. Donc c'était une grande rupture pour moi. Parce que c'était la première fois que je faisais un choix pour moi-même parce que j'étais un peu la bonne élève, tu vois, je fais ma prépa, j'ai essayé d'aller en école de commerce aussi pour rassurer mes parents. Bon, ça n'a pas marché, donc là je me suis dit, bon, tentons le temps pour le tout et j'ai fait une formation de fleuriste parce que c'était un métier qui d'abord travaillait autour du végétal. J'ai toujours été très sensible à ça. Et aussi parce qu'il y avait une dimension artistique, mais qui restait, je pense, qui m'a permis en fait de faire la transition vers l'art plastique. Parce qu'il y a un côté artisanal, donc qui est quand même assez cadré. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Il y a un côté, on passe un CAP, donc il y a quand même un côté moins personnel. Tu te demandes de ta personne quand tu commences en tant qu'artisan, parce que tu as beaucoup de choses à apprendre. Souvent, tu apprends vraiment des notions, des règles. C'est assez réglé, tu vois, la fleuristerie. Donc ça m'a rassurée, je pense, pour aller vers un métier créatif. Et en fait, petit à petit, je suis allée vers ce que j'étais vraiment, tu vois. Mais ça a été un premier pas, la fleuristerie. Ouais, c'est un processus qui a commencé à peu près à ce moment-là et qui après t'a amené à ça un peu décoincé, on va dire. Et du coup, le fait de commencer à faire ça... Ouais, ça m'a un peu... Je dis ok, c'est un premier pas. Je suis sortie du placard en étant fleuriste, quoi, tu vois, en tant qu'artiste. Ouais, mais je pense que si tu as effectivement cet attrait aux végétaux, il y a quand même pas mal de choses que tu peux faire, même en termes de couleurs, en termes de forme. C'est devenu un peu un... D'ailleurs, tu as des artistes qui travaillent avec le végétal, tu vois, en art contemporain. Déjà, en termes visuels, c'est incroyable. Comme tu dis, tu as des couleurs, tu as des textures dans les végétaux. Donc en fait, tu peux t'amuser à composer des images avec les végétaux et c'est super intéressant. Et dans la fleuristerie, tu as des notions que tu retrouves en art visuel, tu vois, tu as la règle d'or, des choses comme ça, beaucoup de travail autour des couleurs, des complémentaires, des camailleux, tout ça. Donc en fait, c'est une bonne formation. Quand tu as une fibre artistique, c'est très intéressant. Et du coup, aujourd'hui, comment ça se traduit justement ce CAP fleuriste que tu as fait? Alors déjà, dans mes premières productions artistiques, j'avais les mains dans les fleurs. Donc il y a énormément de végétal dans mes premières créations, notamment des masques végétaux qui sont éphémères et que j'ai photographiés du coup, pour garder une trace de ces travaux-là. J'ai aussi tout un travail autour de la nature morte qui met à l'honneur le végétal. Et puis en fait, comme on disait dans mes dessins, t'as vraiment toujours ce truc de l'organique, des formes organiques. Donc ça peut être du corps, ça peut être des veines, des courbures, en fait, qui sont proches du végétal. Ça m'inspire énormément, parce que tu vois, par exemple, là, on a une plante devant nous, c'est des séquences qui se répètent, mais chaque feuille est unique et c'est jamais pareil, en fait, t'as toujours une qui va avoir des nervures comme ci, des nervures comme ça. Ça, c'est un truc qui m'inspire beaucoup et qui me permet de pas être trop rigide dans mes formes. Ouais, donc il y a une vraie similitude justement que tu fais justement entre en fait les organismes vivants au sens général, ouais, c'est ça. Du coup ça soit les plantes que le corps humain. C'est ça. Et du coup ce truc, tu vois, en fait il y a un modèle. Donc, c'est-à-dire, là, tu vas voir, par exemple, une piléa, c'est une piléa, la plante, mais chaque piléa que tu vas trouver, tu vas au magasin, voilà, tu vas prendre le temps de la choisir parce que elle, tu vois, elle a sa petite particularité, tu vois. Voilà. Oui, il y a des différences, même s'il y a des choses qui peuvent se ressembler, il y a quand même une partie... C'est ça, unique en fait, et imparfaite. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans le végétal, c'est que tu as beaucoup d'imperfections. C'est vulnérable les végétaux aussi, aux nuisibles, et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Aujourd'hui, ce que tu crées, effectivement, il y a cette partie végétale, humaine, mais est-ce que tu peux nous en dire plus Du rapport au végétal, j'aimerais bien aller vers l'installation
Enfin, mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'opportunité de faire de l'install parce que j'ai pas les espaces encore. Mais je pense que si je peux travailler de l'install, je réinjecterai du végétal, soit du végétal à proprement parler, donc en mettant de la plante ou voilà, ou alors travailler des sculptures inspirées du monde végétal aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler. Voilà, donc affaire à suivre. Et ouais, ça c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup, tu vois. Ouais, pour faire évoluer justement ta pratique qui aujourd'hui du coup concerne la sculpture, le dessin, la photo. Oui, il y a aussi la photo, du coup des performances, on peut dire, avec les masques. Ouais. Moi, vu que j'ai un travail très pluridisciplinaire, tu vois, qui est un peu éclaté, enfin, il est lié, mais en fait, quand tu regardes, t'as pas mal c'est assez disparate pour faire le lien. Et en fait, pour moi, logiquement, l'installation, ça me permettrait de créer des mondes qui sont scénographiés dans l'espace, tu vois. Et ça, je pense que ça permettrait de mettre en lien mon travail, de faire résonner. Ouais, entre chaque projet, justement, d'avoir vraiment cette cohérence qu'on retrouve dans toutes tes... Bah, tu vois, moi, dans toutes tes œuvres. Il y a l'artiste Annette Messager que, tu sais, quand on s'est parlé la première fois, on parlait de ça, d'Annette Messager. Oui. Des fois, souvent dans ses œuvres, tu peux avoir de la sculpture, de la photo, de l'écriture. Ça me parle beaucoup. Tu vois, d'avoir quelque chose qui est pluridisciplinaire et qui se met souvent qui va aller vers l'installation. Donc ça me parle beaucoup. Même installation sonore, si je me trompe pas, des fois pour certaines. Ouais. En fait, franchement. Je me suis même demandé, enfin ça on verra, je suis encore jeune, mais ça me traverse l'esprit des fois de voir ce que je pourrais faire en collaboration avec le monde du théâtre, tu vois, donc avec vraiment un travail sur le son, la lumière, l'espace. Ouais. Puis il y a toute une tradition du masque dans le théâtre aussi, tu vois, donc à voir. Le côté plus scénographie, c'est ça. Du coup, potentiellement en tant que décor, mais aussi en tant que costume. C'est ça, ou accompagner des artistes performeurs dans leur travail, tu vois, parce que ça peut être aussi apporter un univers, accompagner l'univers d'un autre artiste aussi, ça pourrait m'intéresser. Est-ce que tu peux me parler un peu plus justement de ce que la création pour toi, au sens large, on va dire, comment ça vient aussi Je suis extrêmement anxieuse. J'ai un trouble d'attention, donc j'ai un côté très... je me disperse beaucoup. Et donc je pars beaucoup dans tous les sens, donc ça me permet de me canaliser en fait, parce que si tu veux, c'est un peu un flux continu. Et en fait, le fait de canaliser mon forme dans des images, pour moi, ça permet d'ancrer quelque chose, parce que j'ai toujours l'impression d'être dans les orbites. Et la création, ça permet d'ancrer les choses dans la matière, et ça, c'est hyper précieux pour moi. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de créer, en fait. Parce que j'ai besoin de canaliser les choses dans la matière et de créer du lien avec les autres aussi, parce que j'estime que quand il y a création, bah, tu donnes un peu, tu jettes ta bouteille à la mer, et les gens, après, ils la reçoivent et ils font un peu... Ouais, et ils prennent ça comme ils veulent un peu. J'ai mis du temps à travailler mon lien aux autres, tu vois, je suis quelqu'un de très introverti à la base, que ça m'a permis de faire un partage avec les autres. C'est un peu un canal que j'utilise pour connecter avec les autres, tu vois. Dans mon art, si tu creuses un peu, toujours un engagement un peu politique aussi, tu vois. Ouais. Il y a aussi que les gens ils puissent puiser là-dedans pour s'émanciper par la suite, quoi. C'est vrai, ton engagement politique, on peut le suivre et le voir aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Je trouve que là, on vit dans une période qui est extrêmement difficile. C'est vraiment viscéral, j'ai besoin d'agir. Et je me dis, on a chacune notre champ d'action. Il y a des gens qui sont très éloquents, qui parlent très bien, des gens qui écrivent très bien. Et moi, je pense que j'arrive à faire passer des messages, notamment par l'image, tu vois. Donc, j'essaye d'utiliser ça pour mettre en lumière des causes qui me tiennent à cœur, que ce soit les questions féministes. Là, je vais beaucoup parler de ce qui se passait à Gaza, en Cisjordanie. En ce moment, j'essaye aussi de mettre un peu la lumière sur le Congo et le Soudan. Donc oui, c'est important pour moi, ça me donne un moteur, tu vois. C'est très important de mettre la lumière sur des choses dont on parle pas forcément, ou alors qui vont être présentées de manière très binaire. Je trouve que l'art, ça permet de regarder les choses avec un peu plus de nuances. Un regard différent. C'est ça, et peut-être en prendre un peu de distance par rapport à des choses qui sont parfois vertigineuses et qui sont difficiles à digérer. Et à comprendre. Voilà. Je pense que du coup, on peut peut-être parler de tes inspirations. Je me suis toujours intéressée aux arts visuels, mais en perso, donc j'ai fait ma culture en prenant parti par là. Adolescente, j'ai beaucoup regardé de cinéma. Je pense que mon œil, je l'ai éduqué en allant au musée.
me baladant au musée. J'ai un cinéaste que j'adore, c'est Michel Gondry. C'est un bricoleur. Et en fait, moi, j'ai vraiment, dans mon art, j'ai cette approche de bricoleuse. Tu vois, quand je te disais que mon atelier, c'était une cacaillerie, j'adore ce côté-là, tu vois. D'accord. Et en fait, trouver de la poésie dans le bricolage, dans le bric-à-brac de la vie, quoi. Donc ça, c'est une grande inspiration pour moi. Et aussi parce que dans le cinéma, c'est un art très complet. Tu peux en fait travailler du texte, l'image, tu peux ajouter même des formes. Gondry, il y a des je crois que c'est dans La Fabrique des rêves, il y a des extensions corporelles, tu vois, en papier mâché, des choses comme ça. Ça m'a donné beaucoup d'idées, en fait, qui ont infusé ma pratique et mon univers aujourd'hui. Quand j'ai grandi, j'ai eu des chocs un peu esthétiques forts. Jérôme Bosch, c'est une grande inspiration pour moi, dans son traitement des corps, puis de créer des mondes. Ça, c'est quelque chose que je trouve admirable chez Jérôme Bosch. Et du côté narratif. Genre, tu peux vraiment te plonger sur regarder un tableau et te raconter une histoire et ça, je trouve ça très puissant. Ousmane Sow, donc qui est un sculpteur sénégalais qui m'a vraiment donné beaucoup de force en tant qu'artiste autodidacte, parce que c'est quelqu'un qui a commencé à travailler en tant qu'artiste sculpteur plasticien à l'âge de plus de 50 ans, qui a été reconnu, etc. dans le domaine, qui a une approche de la sculpture, pareil, très bricoleur. Il a des recettes un peu magiques pour faire de la matière, c'est-à-dire quand tu regardes son atelier, t'as l'impression d'être un truc de sorcière. Il te fait des bouillasses de je sais pas quoi, il te met de la colle, des trucs, et après, tant qu'il a pas trouvé la matière, il continue à faire des mélanges et à tester. D'accord, ok, pour justement trouver l'aspérité parfaite. L'aspérité, exactement. Et ça, je trouve que c'est une manière de travailler que j'adore, que je trouve très inspirante. Et il y a Annette Messager aussi, déjà pour la force de ce qu'elle produit et pour le côté qu'elle a touché à plein de choses différentes. Et ça, waouh. Je trouve que c'est difficile en fait quand tu es artiste, que tu vas avoir ton propre univers et que tu te disperses ou que tu veux toucher à plusieurs choses. Il faut rester cohérent. C'est pas simple. Et elle, je trouve que c'est quelqu'un qui a réussi à faire ça. Ouais, toute sa vie sur les œuvres qu'elle a faites, même du coup en tant qu'artiste féministe. Ouais. Ah ouais, complètement. Et ça, je trouve ça admirable. Après, je pense dans la mode aussi, pas mal, parce que pour la manière de travailler autour des corps, des silhouettes, je trouve ça très inspirant. Parce qu'en fait, il y a des créatrices de mode qui ont travaillé autour de formes organiques. Je pense c'est Iris Van Herpen. Ouais, c'est que j'adore. Ça me parle beaucoup, tu vois, sur les formes organiques. Ouais, très clairement. C'est de la mode qui se rapproche vraiment du monde végétal. D'arriver à le transposer dans une matière, c'est incroyable. Dans le textile et les corps, c'est les silhouettes qui sont produites, c'est magnifique. Une autre inspiration qui est majeure pour moi, vraiment, je pense qui m'a forgé dans la création, c'est Björk. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a testé plein de choses. Elle fait des collaborations avec des artistes plasticiens, des artisans. Enfin, c'est un truc de fou. C'est identifiable tout de suite, Björk, mais en même temps, elle est allée explorer plein de choses. C'est vrai. En vrai, je trouve que même en tant qu'artiste, des fois, c'est très compliqué de garder cette cohérence d'un fil rouge quand tu veux expérimenter justement avec d'autres disciplines ou en collaborant avec d'autres artistes. Je pense que ça peut poser pas mal de questions, de doutes et tout, de savoir vraiment dans laquelle direction tu peux aller. Carrément. Moi, c'est pas te perdre. Je me dis des fois, bon, vas-y, j'y vais, mais tu sais pas trop. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, me dire, tu vas peut-être vraiment te prendre un mur. Tu vois ouais, genre, carrément. Ouais, je sais pas, tu vois, tu as envie, t'es curieux, et puis tu fais... En fait, non, quoi. C'est comme la cabine d'essayage, des fois, tu testes des trucs. Non. Non, dans la cabine d'essayage, des fois, c'est bien, mais quand tu rentres chez toi et que tu testes, t'es là en mode... Non, je le mettrai une fois, et voilà. Donc, ça demande d'être un peu l'autocritique. Ouais. Et du coup, des fois, c'est angoissant. Moi, personnellement, ça m'angoisse, parce que ça me met dans le doute. Et ça fait partie du processus d'être tout le temps dans le doute. Et ça, c'est pas facile. Ouais, surtout quand t'as une pratique, je trouve, des fois, qui est vraiment très instinctive et que tu veux y aller en mode produire ce que t'as envie de produire et faire des tests. Et qu'en fait, tu dis, je trouve que c'est ça qui est vraiment, des fois, un peu tricky. Oui, c'est ça. Puis, faut pas que ça te coupe complètement. Surtout, tu te dis, je suis dégoûtée là, c'est quoi ouais, j'ai produit. Mais bon, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, le doute, c'est vraiment, c'est marcher sur un petit fil, quoi. Tu vois, quand tu es curieux, souvent, tu ne connais pas la technique, donc tu fais des trucs où tu vois que tu as des failles, par exemple, que les matières, ça tient pas dans le temps, et ça demande un petit peu d'humilité, quoi, et de patience aussi. Des fois, tu as des grandes idées, et en fait, quand tu te heurtes à la pratique, ça prend du temps et il faut accepter que ça prend du temps. Ouais.
Il y a des processus qui sont assez longs. C'est ça. Et aussi demander de l'aide. Parce que, en fait, en vrai, moi, c'est mon approche aussi. J'hésite pas à demander de l'aide. J'ai des amis qui sont céramistes, par exemple, donc qui vont avoir une approche de la terre. Donc, je vais leur demander si un jour je dois travailler là-dessus, je vais pas me lancer toute seule, je demanderai leur avis, ou des conseils. Ouais. Après, il y a aussi la question économique. Moi, je suis pas quelqu'un de... Voilà, j'ai pas des moyens énormes. Donc, quand tu as une production artistique, tu as aussi ta matière première. Si tu fais un truc et que tu te rends compte que vraiment tu sais rien faire, tu risques d'avoir de la perte. Si tu peux te demander de l'aide, moi je demande de l'aide, parce que ça me permet de gagner un peu de temps et d'argent. Parce que artiste plasticien, c'est un métier précaire. Donc, En tant qu'artiste, aujourd'hui, c'est quelque chose où tu arrives à en vivre? Non. Mon modèle actuellement, c'est que j'ai des périodes de création de tunnels et des périodes où j'ai un job alimentaire. Là, de plus en plus, je développe des ateliers qui sont payés. Parce qu'en fait, le problème des arts visuels, c'est que c'est un secteur qui est pas très encadré. Normalement, dans le droit, quand tu montres une œuvre, tu es censé être rémunéré. Sauf que dans plein de cas, on te donne pas de contrat, on te propose des opportunités à la visibilité. Ouais, là, je commence à être payé pour mes expos et tout ça, mais c'est récent. Donc j'ai une grosse période en fait où il fallait que je travaille. Là, j'ai des choses qui se débloquent où je me dis je fais une facture, je fais un devis. Mais ça prend beaucoup de temps et ça demande aussi d'apprendre, parce qu'au début tu te dis je commence, donc quand on te propose quelque chose tu vas dire oui. Tu vois pas forcément aussi qu'on te respecte pas forcément tes droits d'artiste, tu vois. Ça prend beaucoup de temps et puis ça demande aussi d'avoir un peu d'assurance, de dire non, là moi je demande soit une rémunération. Tu vois, par exemple là j'avais une exposition où ils m'ont dit on n'a pas l'enveloppe pour te rémunérer. J'ai dit est-ce que je peux faire un atelier? J'ai eu l'aplomb de le demander. Avant, c'est pas quelque chose que t'aurais... non, j'aurais pas osé. Parce que je me suis dit, il faut quand même que je dégage de l'argent de cette expo, voilà. Et ça, c'est des réflexes qui viennent avec le temps. Il n'y a pas d'intermittence en tant qu'artiste plasticien. C'est extrêmement précaire, donc je suis encore jeune, je pense que j'ai encore un peu de temps devant moi pour vraiment être sécure. Ouais. Là, je suis plutôt dans une précarité, qui est assumée, et je pense qu'il faudrait... c'est un peu tabou, mais en vrai, dans le milieu des arts visuels, c'est un secteur qui est extrêmement précarisé, en plus, parce qu'il y a des grosses coupes budgétaires. Je suis contente de pouvoir te le dire ouvertement, que c'est dur, en fait, parce que je trouve qu'il y a aussi ce mythe dans les arts visuels, c'est du truc un peu bohème, romantisé d'un côté, et en même temps, si t'as un taf alimentaire, c'est que t'es dans l'échec. Il y a ce truc parce que t'as pas réussi, parce que t'as pas réussi à... Je pense qu'il faut en parler, il faut ouvrir la parole autour de ça, et j'ai la chance, je me professionnalise avec le temps, mais clairement c'est un secteur qui est dur. On est dans un truc esthétique et un petit peu parfois aussi, je pense, élitiste. Donc il y a quelque chose où tu peux pas être dans une vente trop directe de ton art, tu vois. Il y a un truc de rentrer en contact avec des publics, des collectionneurs, ça prend du temps. Il y a aussi une question de réseau préalable que tu as ou que tu as pas. Et ça, c'est une posture qui n'est pas toujours facile parce que ça demande beaucoup de patience. Si tu sors comme moi, que tu débarques, que t'as pas fait d'école, que t'as un réseau que tu fais, faut avoir les reins solides et se dire ça va prendre du temps. Et tu penses qu'il y a peut-être une formation, peut-être des choses qui auraient pu t'aider, toi, justement, en te lançant, qui t'auraient... Ouais. Moi, j'ai quelque chose que j'ai découvert, mais qui est mis à mal maintenant, parce qu'il y a des coûts budgétaires. Moi, je suis donc de Nantes. À Nantes, je sais pas si tu es au courant, mais il y a eu des coupes drastiques au niveau de la culture. Et en fait, il y avait un pôle qui était super, qui s'appelle le pôle des arts visuels, et qui, en fait, si tu veux, c'est une association qui s'occupait de faire des grandes journées professionnelles pour les artistes visuels sur le territoire, mais tu avais aussi des gens qui venaient de Paris ou quoi, parce que c'était vraiment pas mal en accompagnement. Ils faisaient des coachings sur l'administratif, tu vois, sur le statut d'artiste-auteur aussi, qui est un statut particulier, c'est très particulier. Trop particulier. Ouais. Et donc tout ça, moi, j'ai pas forcément, tu vois, identifié ça tout de suite. Et en fait, ça, c'est génial, parce qu'ils t'aident sur des questions précises, mais malheureusement, voilà, ils ont perdu tous les salariés. Donc oui, il y a des structures, souvent sur les régions, il faut se renseigner, qui peuvent faire gagner du temps en fait sur des conneries d'actualisation des artistes-auteurs. Quand je me suis inscrite en tant qu'artiste-auteur, je me suis trompée. J'ai eu un paiement échelonné sur 1 an. L'angoisse. Mais juste parce que j'avais loupé d'un jour un truc que j'avais pas compris. Enfin, laisse tomber. Demandez de l'aide, allez voir des artistes un peu plus d'expérience, qui sont plus implantés dans le secteur et qui vont te
te dire ah bah va pas là, cette structure elle est pas, ça a pas bonne réputation. T'orienter au mieux par rapport à leur vécu. C'est ça, il y a des associations, structures, institutions qui peuvent aider, mais c'est mis à mal, donc il faut les défendre. Et après il y a aussi tout ce qui est syndicat des arts visuels. Ouais. Ça peut être pas mal aussi à suivre parce qu'ils vont te donner des tips aussi pour la professionnalisation et pas te faire arnaquer en tant qu'artiste aussi, tu vois. Fais mes trucs, je me suis planté et... Ouais, après tu t'es dit, oh, ok, j'ai demandé de l'aide. Ouais. Et il y a un compte Insta très bien qui s'appelle, il y a Tada Agency, je sais pas si tu vois, et ben ils donnent pas mal ils ont un calendrier des échéances administratives, tout ça. URSAF et tout, j'ai vu qu'il y avait des dates. Tu as des petits rappels. Ouais. Et il y a un autre truc, c'est le guide de l'artiste-auteur. Ok. C'est très bien, donc elle a un blog et un site, mais c'est une dame d'un certain âge, donc ça fait plus de blog, si vous m'écoutez. Mais en vrai, ça fait plus de blog et t'as son Insta. Et elle donne plein de conseils. Puis aussi, elle fait des récaps sur les droits, sur les affaires en cours aussi dans le milieu, sur les scandales, parce qu'il y a plein de scandales aussi financiers et tout. Pour s'informer un peu de l'état du secteur, c'est 2 trucs que je recommande vraiment, qui sont bien et gratuits. Et il y a un autre truc, tiens, qui me traverse la tête, les formations de Artagon. Je les ai vus passer. Dinguerie. Tu as participé? Je voulais m'inscrire, ils avaient ouvert une formation professionnalisante là, pour octobre. Et en fait, l'AFDAS a coupé tous les financements. Donc ça a été annulé. Et c'était une formation de 2 semaines avec donc Artagon, des professionnels du secteur et tout. Ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, ouais, là il y a un que même une asso parce que je trouve qu'elle a bien implanté, qui soit coupée genre par l'AFDAS, c'est un peu... Ah ouais. Et ça, tu vois, j'avais fait les démarches et tout ça pour trouver des financements et puis en fait on a reçu un mail et ils nous ont dit en fait c'est annulé. En ce moment dans l'actualité il y a l'Irlande qui a mis en place un SMIC pour les artistes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que c'est inspirant, ça donne de l'espoir. Je pense que c'est à voir sur le long terme, comment aussi d'avoir le retour des artistes qui sont concernés. Et je pense que ça permet de sortir d'une forme de précarité et ça permet aussi de faire en sorte que qu'on voit l'artiste comme un métier, c'est-à-dire que dans les milieux militants, syndicaux, etc., on va parler de travailleuses de l'art, mais ça permet en fait de mettre un cadre de travail des artistes parce qu'on passe beaucoup de temps à faire des recherches, c'est vrai, faire des dossiers de candidature, appel à projet. C'est pas du temps qui est considéré comme un temps de travail. Alors que en fait, ça prend énormément de temps. Des fois, tu produis pour postuler à une résidence, tu as produit des trucs, au final, ça va pas être développé, quoi. C'est du temps, c'est de l'investissement. Et ça permet de mettre en valeur, en fait, aussi cette partie-là. Les gens ignorent, en fait, la réalité de ces métiers. Ils savent pas trop, un truc très romantisé. Je trouve que ça donne quelque chose de concret. Et ça les insère dans la société, en fait. Ouais, au lieu de les mettre un peu en mode... oui, faites votre truc dans votre coin. Je trouvais ça très intéressant. En fait, j'avais pas suivi, j'ai juste vu la news et je me suis dit, ah ouais. Puis là, en France, il y a quand même des propositions aussi en cours sur les continuités des revenus pour les artistes-auteurs. Ça me donne de l'espoir. Après, je sais que l'agenda politique, c'est pas forcément... Il faut y croire. Mais je me dis, ça permettrait vraiment de sortir d'une précarité pour les gens du secteur, de permettre aux personnes qui viennent de milieux aussi peut-être plus défavorisés, qui n'ont pas les moyens financiers. Parce que moi, je discutais avec des gens qui ont fait les beaux-arts, qu'il faut acheter sa matière. C'est beaucoup d'argent que tu mets dans tes études. C'est pas hyper valorisant non plus. Non. Alors qu'avant d'arriver à un certain statut, il y a... c'est ça. Il y a une phase, t'appuies sur sub, quoi. C'est ça, puis finalement, tu es un peu dans un pari. Tu te dis, si t'as le moins de pépins de vie, tu sacrifies quelque chose, et en retour, tu sais pas si tu auras le droit à une forme de sécurité financière, sociale. Et ça, c'est que ça a un coût sur une vie. Moi, c'est ça que je dénonce, en fait. Ce qu'il faudra faire dans les semaines, mois à venir, années, c'est de se renseigner un peu sur comment ils vivent ça au quotidien, les artistes qui ont ça dans la balance maintenant, qui ont un revenu qui revient. Voir comment, tu vois, je pense que c'est... Même ça fait souffler, quoi. Moi, j'ai un truc qui m'a tout de suite fait tilt dans ma tête, c'est pour les femmes, les artistes femmes, qui souhaitent fonder une famille, par exemple. Parce qu'en fait, dans les artistes, il y a très peu de femmes artistes qui fondent des familles, qui ont des enfants. Parce que c'est tellement difficile d'arriver à une forme d'équilibre financier et tout ça, que en fait c'est exclu. J'ai regardé là un super documentaire sur c'est Apollina Pentress,
Je sais pas si tu vois qui c'est une peintre Conseil Sudoku. Sur Arte, en fait, il y a un moment, elle déclare qu'elle aurait aimé être mère, mais qu'elle a décidé sciemment, en toute conscience, de pas le faire, parce qu'elle veut réussir en tant qu'artiste, tu vois. Et elle a un truc, c'est assez triste, parce que elle le déclare que elle a très peu de chances de réussir si elle décide d'être mère. Mais il y a une prise de conscience derrière qui est vraiment hyper... Ouais, c'est violent, quoi. un peu terrible, un peu en mode... C'est ça. En mode Il faut renoncer à... Si tu veux avoir une carrière artistique, tu dois renoncer à autre chose. Ouais, et je me suis dit peut-être, tu vois, que cet apport financier, ça peut permettre, je sais pas, mais je me suis posé la question, en tout cas. Ça pouvait pas débloquer les choses de ce point de vue-là. Je te propose de conclure cette conversation et de la poursuivre pour l'atelier. Ouais, avec plaisir. Let's go. Let's go. Comme forme, c'est quoi? C'est les formes que tu dessines habituellement? Alors là, du coup, c'est des formes qui sont dans la continuité d'un projet qui s'appelle Vulvarmur. Tu sais, les grandes sculptures que j'ai faites. Où j'ai une exposition à préparer pour décembre et je voulais faire des petits formats aquarelle crayon. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que j'avais préparé des formes comme ça. Ça s'explique. Voilà, tout à fait. Et du coup, l'intérieur, comment tu fais après pour remplir? C'est quoi ton objectif? Alors moi, j'ai des personnages qui sont récurrents, tu sais, dans mon univers graphique et dessiné. Donc ça va être des personnages qui sont un peu distordus, etc. Et souvent, ils viennent épouser les formes, mais de manière un peu difficile, sans mêler, tu vois. C'est pas forcément hyper fluide. En fait, sens-toi libre de y aller, et surtout de faire un truc qui t'est propre. Du coup, le rapport au corps, ça se passe comment, genre, parce que c'est toujours un élément qui est hyper présent à chaque fois. Pour moi, ouais. Oui. C'est des corps qui sont abîmés, c'est plutôt des corps qui sont en combat, tu vois. D'accord. Dans un espace donné, dans une forme donnée, parce que souvent je mets des petites formes et ça vient essayer de s'en sortir dans une forme donnée. Je suis très libre dans le rapport à l'anatomie, tu vois. Si j'ai envie de faire des bras très très longs, je fais des bras très très longs. Si j'ai envie de faire des petits pieds ou des pieds qui font pas la même taille, je le fais. Il n'y a pas du tout de... je me limite pas. Ouais, c'est ça. Ouais, je me laisse assez libre là-dessus. Feeling. Moi, souvent, soit je travaille en caméo de couleurs. Donc là, tu vois, c'est du jaune. Okay. Donc je vais aller dans les couleurs à côté, ou sinon je vais casser en faisant un contraste de couleurs avec une complémentaire. Ouais. Donc voilà, donc tu fais ce que tu veux. Pour faire vraiment le lien entre les... C'est ça. Vu que tu te détaches complètement de l'anatomie humaine, t'as eu des cours d'anatomie ou pas du tout? Pas du tout. J'ai toujours dessiné petite. Okay. Donc, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu des phases quand on est petit, souvent on dessine beaucoup de Disney, Miyazaki, etc. Donc ça reste des corps qui répondent à une certaine norme. Mais en grandissant, je me suis vraiment détaché de ça. Quand tu regardes bien le corps des gens, souvent il y a beaucoup de choses qui sont asymétriques. Oui, le corps n'est pas parfaitement... Qui sont pas lisses, tu vois. Oui. C'est ça. C'est plus un mélange, on va dire. C'est ça. C'est aussi beaucoup, tu vois, le corps ressenti. Parce que des fois tu vas être dans ton corps de l'extérieur il a l'air bien en place, mais en fait... Au final, dans le ressenti, c'est un chaos. Tu essayes vraiment de faire un lien entre le physique, le mental et le tout, en fait. C'est ça. Que ça ouais, un peu ce qu'on ne montre pas. Souvent, le corps, il peut devenir un peu une carapace, tu vois. Et c'est un peu ça que j'essaye de travailler dans mes dessins. Ce côté invisible. C'est ça, du coup, qui dépasse des normes d'anatomie, etc. Parfois monstrueux, peut-être. Parce que quand on va dans quelque chose qui est anormal, ou qui n'est pas cadré, ça peut faire un peu peur. Ce qu'on qualifie de monde, c'est ce qu'on ne connaît pas forcément nous-mêmes et que du coup, vu qu'on ne le connaît pas, on qualifie ça de monstre alors que ça se trouve, c'est très péjoratif en fait. Mais du coup, tu parlais donc, du coup, de corps, de mental, de soi. Est-ce que ça peut avoir aussi avec des traumatismes ou des choses qui peuvent être un peu plus dures? De toi, tu fais retranscrire. Ouais, exact. Je pense que les questions de santé mentale et de mémoire du corps, elles sont vraiment au centre de mon travail. C'est un peu un continuum. Ouais. En fait, j'essaye aussi de venir poser des formes sur des histoires qui parfois sont difficiles pour les gens à extérioriser, tu vois, qui sont un peu de l'ordre du tabou ou de la honte aussi. Ouais. Du coup, quand tu fais ces dessins-là, tu vas vraiment genre en mode tu te laisses un temps où tu te dis vas-y j'y vais à fond genre pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et quand est-ce que tu décides qu'il est terminé? Ouais, moi j'ai un truc d'attention. Donc du coup j'ai un rapport au temps qui est très particulier, c'est-à-dire que soit je suis en mode tunnel, tu vois, je vois pas le temps passer. Ah oui, ok, ouais. Soit je peux aller très vite. Enfin, souvent quand je fais un truc, je suis un peu dans ma bulle. Ce
qui peut juste varier, c'est d'avoir une deadline, tu vois, par exemple me dire, bah là, j'ai une expo, donc Ouais. faut Oui, que je ça va. charbonne, tu vois. Mais sinon, je peux vraiment bosser pendant très longtemps, et puis je me dis, ah, c'est de la fin de la journée, ça y est. Oups. J'oublie de manger, j'oublie de... Ah oui, ça a vraiment en mode tellement absorbé Ouais, voilà. par ce Ça que tu es en prend- train de faire que du coup c'est... Ça prend le dessus. Et souvent, j'ai des traits assez... c'est-à-dire que j'y vais franco. Une fois que tu as fait le trait, tu peux pas trop revenir en arrière. Non, tu n'utilises pas de gomme, pas de... J'utilise des gommes, mais comme les traits sont bien achevés, Ils sont ancrés dans le papier. tu peux rattraper le coup. Ouais, mais tu peux pas non Mais- plus totalement effacer. C'est ça. Donc Ok. ça, c'est un truc aussi qui est dans mon dessin. J'ai pas peur en fait de faire des formes qui sont peut-être un peu bancales ou je vais pas faire, tu vois, de petites esquisses et après revenir faire un trait. En général, je fais mon trait, il est net Ouais. et bien. Ça permet de se détacher de ce truc du dessin parfait ou académique, je peux tout là-dedans. Est-ce que le rapport aussi à l'écriture, que tu as beaucoup dans tes dessins aussi, est-ce qu'il y a un lien aussi entre le fait d'écrire et les dessins? C'est vrai que pour moi, en fait, dans mes dessins, même s'il n'y a pas de mots, si tu regardes bien, tu peux te raconter une histoire ou essayer de lire une histoire. Et j'aime bien travailler aussi le rapport aux mots. Là, je travaille sur un projet de littérature jeunesse. Il y a un travail entre un texte et des images. Ok. C'est plus pour les petits. Mais je pense que je l'ai pensé ce projet qui est en cours comme un projet qui pourra être lu à la fois par des tout petits et peut-être par des adultes aussi. Donc c'est un peu le but. Je verrai si c'est réussi ou pas. C'est quoi la thématique C'est autour de l'organe du cœur et de tout ce que ça peut impliquer sur le plan symbolique et aussi émotionnel. Ok. Mais c'est un point d'entrée ensuite pour parler de plein de choses. Les sentiments, C'est ça, les émotions, le rapport à l'autre. le rapport au corps, ça a toujours été ça? Ou est-ce que c'est venu un peu à la suite de tes expérimentations? Comment il ce vrai truc que tu te dis non, c'est ça, c'est pas autre chose, genre. Spontanément, ce que j'ai tout d'abord exploré dans ma pratique, c'est l'autoportrait. Donc, le D'accord. rapport à mon propre corps, mais aussi la volonté d'en sortir, parce que j'explorais le masque. Donc, tu vois, c'est aussi une manière de sortir de l'image qui t'a été affiliée à ta naissance. C'est une manière de dépasser, de sortir de son propre corps, tout en allant le visiter d'une autre manière. C'est vraiment un point de départ pour moi. Je dirais qu'au début, ça a été surtout concentré sur le visage, parce que j'étais autour du masque, tu vois. Et après, je suis allé de plus en plus grand. Tu vois, j'ai fait des plus grandes sculptures, donc qui enveloppaient un peu plus le corps. Donc petit à petit, en fait, ça fait un peu Ouais. je scanne le corps, tu vois. C'est marrant parce qu'il y a aussi ce côté avec le masque qui questionne justement l'identité. Oui. De devoir aussi porter le masque parce que sur pas mal de tes projets au début, tu portes justement ces masques ou même avec les fleurs Ouais. qui viennent couvrir un peu ton visage. Cette notion d'identité, de corps et tout qui vient derrière et vient se mêler à d'autres objets, d'autres formes. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'appelle ça des extensions. On pourrait parler dans d'autres pratiques artistiques de costumes, peut-être. Et souvent, c'est des corps qui sont un peu marginaux, qui vont être jugés, etc. Donc, on amplifie alors qu'on sait qu'on est finalement on est un peu vulnérable et on va être regardé, jugé, mais on prend de la place, quoi. Ouais. Et puis là, ce côté qui est comparé à toi, de performance du coup. Les photos avec lesquelles j'ai commencé à explorer ça, c'est vrai que c'est un peu de la photo performance. Déjà, c'est des autoportraits masqués, donc c'est galère à faire, parce que pour le cadrage et tout, je te dis pas le bordel, là. T'es à fond dans ton corps, il est impliqué dans Dans tout le... le truc. Enfin, tu vois, donc oui, il y a un peu de truc de l'ordre de la performance dans les photos. Est-ce que tu vois un peu ton art comme une thérapie? Souvent, tu vas voir un psychiatre, un psy, ils vont te dire que l'art, c'est une manière de sublimer. Il y a aussi, je pense, la volonté de créer un truc très intime, mais il y a aussi, donc qui émane de moi, de mon vécu, mais il y a aussi une volonté de créer des mondes pour les autres, c'est-à-dire pour les spectateurs, que je laisse un peu un monde à habiter pour les gens et qui peuvent se l'approprier. J'ai pas envie que ça reste dans un truc très narcissique, soignez-moi, mes traumas. J'ai envie que ça parle... Que ça parle à plus de gens. On pourrait inventer un nouveau mot, peut-être. Ouais, bah oui, Que, tu vois, l'art-thérapie, etc., ça reste quelque chose d'assez connoté, finalement. Je sais pas si je rentre dedans. Je dirais un peu un refuge, tu vois. Il y a un motif qui vient beaucoup dans mon travail, c'est la grotte. Tu vois, mon masque, on dirait un peu une mini-grotte pour la tête. Donc oui, il y a un truc de protection, les callosités, tu vois, quand tu t'es blessé ou que tu vas venir travailler ton corps, au bout d'un moment, ça te fait des callosités. Donc en fait, t'es plus fort, finalement. T'es venu un peu te meurtrir la peau, quoi. Ok. Donc il y a un peu de ça. Là, j'ai pas pu le ramener, mais j'ai une sculpture, c'est vraiment
petite grotte pour deux. Et là, oui, c'est vrai que c'est des formes, même dans mes dessins, là, que en ce moment, j'explore pas mal. Je suis à fond dans Lascaux. Je suis à fond dans les grottes de Lascaux et tout. D'accord, ok. C'est marrant, on regarde la grotte, La boucle est bouclée. le dino et tout. Parce que la grotte de Lascaux, quand tu y penses, le fait que ce soit une forme de grotte, ça aussi permet l'autoconservation de... Oui, de ce qu'il y a à l'intérieur. Bah oui, c'est incroyable. Mais est-ce que du coup, quand on rentre dans tes masques, il y a un truc à l'intérieur? Non. Alors mes masques, ils sont pas confortables du tout. Il n'y a pas d'ouverture, tu vois, dedans. Donc oui. on respire pas très bien. Tu vois pas, tu es vraiment en mode... Je vois pas, donc je vois tout noir. Il y a un truc très rassurant pour moi d'être coupé. Ça fait que tu te coupes un peu du monde finalement. Ok. Au niveau sensoriel, c'est comme avoir un casque anti-bruit. Il y a un truc très rassurant. Tu te plonges un peu toi-même avec... Dans une bulle. C'est un petit cocon en fait. Parce qu'effectivement, j'avais vu que tu avais fait une sculpture qui était beaucoup plus grande. Ouais. Attachée et tout. Celle-ci, avec le personnage là. Oui. Ouais, et ben ceci c'est pareil. Déjà c'est assez lourd pour le corps. Et en fait ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer, mais c'est vraiment dans la continuité de mes dessins. C'est fait en quoi? Je travaille au départ avec une base de grillage à poules. Ça me permet de faire une forme de base. Et ensuite, je viens accoler toutes sortes de matériaux un peu pauvres. Ça va être du carton, des bouts de plastique, de colis. Enfin, en fait, j'ai vraiment... un petit mix. Ouais. Et après, souvent, je travaille avec la bande plâtrée. Pour permettre de faire une homogénéité avec tous les trucs que tu as mis. J'aime bien parce que c'est pas une forme lisse, c'est très malléable comme matière. Donc j'aime beaucoup ça. Donc je travaille souvent avec ça pour faire les détails, les aspérités, etc. Mon atelier, c'est un peu une quincaillerie, il y a toutes sortes de trucs dedans. Est-ce que tu récupères aussi des trucs pour pouvoir après faire des sculptures ou même... Ouais. Donc, ce que je fais en général, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a le motif de la racine qui revient beaucoup, ou des veines. Ça, c'est aussi un motif qui revient beaucoup, qui prend plusieurs formes en fait, parce que c'est un peu un motif évolutif qui part de la veine. Parce que pour moi, il y a un lien entre ces deux motifs-là, entre la veine et la racine. Ce sont des formes très organiques et ça revient tout le temps. J'ai un lien profond au végétal. Je suis une petite mamie qui jardine, quoi, vraiment. Qui a un peu un langage de base dans mon travail, tu vois. Les racines, les grottes, les masques. Quand est-ce que toi, tu décides du coup que ton dessin est terminé? Je crois que je suis OK avec mon dessin. D'habitude, quand je dessine, tu vois, je suis seule. Donc là, on a échangé, donc c'était chouette. C'est différent d'habitude. C'est super ce que ça fait. C'est très fluide. C'est liquide, en fait. Je voulais faire des yeux et tout, mais les mains, j'ai trop du mal. C'est vrai? Ah ouais. Après, moi, je fais des mains de Paul à Matisse, tu sais, des grosses paluches. Des grosses paluches. Donc, bon. C'est bon, nous avons clôturé cette partie 2. Bon, j'espère que tu as apprécié l'atelier. Ouais, c'était super sympa et c'était trop chouette que tu te fasses avec moi en plus. Pouvoir échanger les dessins et tout. Ça m'a fait vraiment plaisir. Montrer les petits dessins à tout le monde. Puis c'était marrant de voir quelqu'un d'autre travailler autour des formes que je fais, tu vois, plutôt dans le cadre de ma pratique et de voir quelqu'un qui s'était approprié, c'était chouette. Pour cette partie-là, ce sera plus partie conseil, ok, pro et aussi perso. Et on va nous parler de tes projets futurs et potentiellement des expositions. Faut essayer de comprendre le secteur dans lequel tu arrives, parce que c'est un secteur qui est très codifié en fait. Tu débarques un peu, il y a des choses que tu peux pas forcément savoir et qui sont un peu fines et qu'il faut réussir à comprendre. Notamment par exemple sur la codification de comment on fait un portfolio, des choses comme ça, qui vont pas forcément de soi. Et donc franchement, je conseille de se former là-dessus. Il y a pas mal de formations qui sont disponibles. Sur Artagon, c'est dispo. Il y a aussi le site Artenda, qui est pas mal. Je connais pas. Qui est un site qui est en anglais par contre. D'accord. Bon. Si on parle anglais, c'est accessible. Mais ça permet de comprendre un peu comment je construis mon portfolio, un peu les règles de l'art. Un autre conseil que je donnerais, ce serait d'y aller pas à pas, parce qu'en fait, je trouve que ça demande de la patience de ce secteur-là, franchement. Et de pas se blâmer si des fois on a l'impression que on a moins d'actu en ce moment, que il y a des périodes où il va y avoir pas mal d'expos, d'autres non, où on postule à des choses et on va avoir beaucoup de refus. En fait, ça fait partie du processus. Des fois, c'est vrai qu'on a l'impression de pas avancer. Faut pas se décourager, il faut pas s'auto-flageller, même si c'est pas facile. Ouais. Et comme en plus tout ce temps de recherche, de candidature, il est pas payé, c'est vraiment rude en fait. Donc il faut, j'ai envie de dire que on est ensemble en fait. Un autre conseil que je donnerais, c'est de s'entourer. C'est quand même un milieu qui est concurrentiel. Il y a beaucoup d'artistes
très talentueux. Il n'y a pas beaucoup d'institutions sérieuses, que ce soit des galeries, des institutions publiques et tout ça. Donc en fait, il y a quand même de la concurrence et il y a des gens qui sont pas là pour blaguer et qui vont pas te laisser la place et qui vont pas te donner les infos. Il faut en être conscient, je pense, et que dans le parcours d'artistes émergents, bah, des fois tu tombes sur des gens qui vont te fermer la porte, qui vont pas te donner les infos parce qu'ils veulent pas partager. Et il faut dépasser ça. Ça fait mal. Quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, tu vois, qui te fait un peu du gatekeeping, faut s'accrocher, quoi. Ça va être dit en plus avec souvent beaucoup de finesse, de manière très détournée, mais en fait, on va pas te donner l'info. Quand on a des passages, bah, où on n'y arrive plus, bah, essayer de se reposer. Ouais. Oui. Sur le plan psychique et physique, des fois, ça demande beaucoup, en fait, ça coûte beaucoup, dans des états qui sont pas durs, pas simples, en fait, à supporter, quoi. Et en fait, des fois, dans le secteur, on est tellement habitué à des comportements qui sont pas réglo, Ouais. que des fois d'avoir quelqu'un qui est de l'extérieur et qui est bien terre à terre et qui dit non mais là, Vraiment pas réglo. tu peux entuber là, ça fait du bien. Du coup, dans les conseils perso. Par exemple, si on travaille un médium spécifique, par exemple, je sais pas, un photographe, je trouve ça important d'aller regarder des images animées du cinéma, parce que je trouve que c'est des trucs qui sont poreux. Je trouve qu'il faut aller voir dans d'autres formes d'art. Ouais, ce qui se passe. Pour des fois se sortir un peu de son langage, que je pense que chaque artiste développe un langage, des automatismes, un univers, tu vois, une esthétique qu'il aime. Ouais. Et parfois ça fait du bien d'aller faire un pas de côté, d'aller voir quelque chose, tu vois. Des fois de se regarder un truc qui te sort un peu de ce que tu regardes d'habitude, ça va t'inspirer au final. Ouais, d'être curieux, sur ce qui t'entoure. Des fois tu tournes un peu en rond, je trouve, tu vois, d'aller toujours dans les mêmes trucs vers lesquels tu vas spontanément, tu vois. Ça, je trouve que c'est important. Au début tu te boudes. Tu fais, ah bah en fait, il y avait des trucs intéressants. Ouais. Je vois. Sinon, toujours, bah, je vais me répéter, mais sur la santé physique et mentale, elle n'est vraiment pas négligée parce que il faut composer avec ces conditions un peu matérielles d'existence et quand tu galères, bah, vraiment faire attention à soi un maximum. Parce que franchement, tu peux vite tomber dans quelque chose de difficile. Et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant, vu toutes les coupes du secteur culturel qu'on voit. Et de accepter, par exemple, si un jour on est face à la nécessité matérielle et qu'on doit reprendre un taf et qu'on doit faire une pause dans sa pratique, bah ça va coûter, mais en fait accepter que pendant un temps, et bah, ça va te permettre de sortir du tunnel et après tu pourras reprendre une pratique. Des fois j'observe ça aussi. Si tu es artiste et que tu arrives à t'en sortir sans taf à côté, t'es arrivé. Et que si t'as un artiste qui à un moment donné a besoin, une nécessité matérielle, parce que je sais pas, il se sépare, il y a un truc dans sa vie qui fait que t'as l'impression que la personne, on va la juger parce qu'elle doit reprendre un travail. Et ça, je trouve qu'il faut être droit dans ses bottes et pas se laisser juger là-dessus, se dire bah non, en fait moi j'ai le droit aussi des fois de prendre soin de ma vie, en fait de ma qualité de vie. J'ai pas besoin de vivre dans des conditions qui sont inacceptables et trop précaires en fait. Là pour l'exposition qui viennent prochainement, est-ce que t'en as? Ouais. Alors du coup, j'ai une exposition à Saint-Denis, ça va s'appeler Nature et Artifice. D'accord. Et c'est une exposition collective au centre Maurice Utrio. Moi là ce que je vais exposer c'est de la photo. D'accord. À Nantes, j'ai une exposition à la Maison des Femmes Simone de Beauvoir, alors du coup qui sera autour de ce dont vous parliez tout à l'heure, la série Vulvarmur. Donc il y a sculpture, photo, dessin. Et après j'ai des ateliers aussi dans le cadre de ces expos. À la Maison des Femmes, ce sera une fresque participative autour d'un poème, tu vois, là où je vais faire le lien justement entre le langage et le dessin de Maya Angelou. On va tous dessiner ensemble. Ok. Il y a un autre atelier au lieu unique à Nantes où ce sera autour du masque. Là, ça va être sympa. Donc, première fois que je vais faire ça, parce que ça me stresse un peu d'ailleurs. Je voudrais faire un masque collaboratif, tu vois, ramener une base. Et puis on va être plusieurs à faire le masque ensemble. Alors on verra si ça marche, mais je pense que ça va être sympa. Du coup des trucs chouettes. Ouais. À venir. Il y a un truc aussi, alors ça j'appelle limite les gens qui vont écouter le podcast, que j'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien, c'est trouver un rythme de travail. C'est pas toujours facile de trouver un rythme adapté de travail. De se dire bon bah comment je fais ma journée, tu vois. Je trouve que c'est assez compliqué en fait de réussir à trouver, à s'organiser. Est-ce qu'ils ont un planning fixe? Est-ce qu'au contraire, tu vois, selon la période de l'année? C'est un peu un nœud. J'ai du mal à savoir comment faire. À dénouer un peu le problème. Ouais, voilà, c'est un peu. Je suis pas ultra convaincue de ma manière de faire, tu vois. Cette phrase, ça va conclure notre échange. Ouais. J'espère que ça a été. Oui, c'était super. Merci d'avoir écouté le podcast avec Camille Kouassi. Je vous invite à aller la follow sur son compte Instagram qui est The Girl Under the Baobab et ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube du podcast des Initiés. À très bientôt.